J'ai conscience relativement d'être un parasite. Quel culot, quoi. Il faut le savoir. Voilà. Je n'ai jamais vu cela. Menteur, pharisien. Bonjour ou bonsoir à toutes, vous êtes bien sur le French Dream, la seule chaîne à peindre et dépeindre et repeindre la triste réalité de la France. Nouvelle émission, ça faisait un petit moment. Bonjour mon cher Xavier, comment vas-tu ? Bonjour mon cher Gaston, ça va très bien effectivement. Nos chers auditeurs nous ont beaucoup manqué. On avait quand même envie de les retrouver afin de pouvoir partager de nouvelles idées avec eux et puis de toute façon continuer les débats, puisque de toute façon c'est une histoire sans fin, l'histoire du French Dreamer qui subit toujours et encore la tyrannie française et qui a envie de s'en sortir. Eh bien, on va s'en sortir ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui on traite d'un sujet un peu particulier, non pas seulement français mais européen. On va traiter en fait de la souveraineté. Effectivement, donc la souveraineté française ou l'illusion européenne. Les difficultés du French Dreamer moyen moderne sont dues à plusieurs facteurs, mais notamment à sa crédulité envers ses élites. Je précise ma pensée, effectivement. Aujourd'hui, le citoyen modèle français se doit d'accepter en permanence de nouvelles lois qui ne font aucun sens. On lui dit, tiens, maintenant, quand un de tes proches meurt, il va falloir que tu payes 5 € par musique à la SACEM. Hein, voilà. On vient toujours plus te taxer dans la vie, dans la mort, dans tous les moments, de la naissance jusqu'au dernier souffle. C'est assez terrible. Et puis, en fait, ce Français continue de prêter sa confiance en le mythe qu'est la souveraineté française. C'est un mythe qui est entretenu depuis fort longtemps, qui de toute façon factuellement n'existe plus vraiment depuis la création de l'Union européenne et voire même de la CE avant. Mais malgré tout, l'Union européenne entretient une espèce d'image de souveraineté pour les différentes nations européennes, en leur promettant à la fois de les défendre sur le côté économique et puis de leur donner une certaine voix dans le monde. En réalité, elle se contente d'étouffer ses citoyens avec tout un tas de législations complètement connes. Et d'ailleurs, mon cher Gaston, tu me rappelais récemment l'existence de ce mème où on voit, je crois, les progrès technologiques américains, les progrès technologiques chinois qui vont dans l'espace, ont de la robotique, des intelligences artificielles qui pilotent des robots. Et puis nous, en Europe, qu'est-ce qu'on a inventé récemment dans ces dernières années ? Eh bien, on a inventé le bouchon. Le bouchon qui ne se détache pas de la bouteille pour ne pas polluer. Et ça, c'est quand même la modernité européenne. Donc, en plus d'avoir provoqué un retard sans précédent sur les autres acteurs majeurs de l'évolution technologique mondiale, l'Union européenne en plus favorise, on le sait avec l'immigration, l'importation d'un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des bac-8, tandis que les bac+8, eux, décident de s'exporter. Bref, la situation paraît plutôt critique pour l'Union européenne. Alors dans ce contexte-là, peut-on véritablement encore se dire qu'il y a une souveraineté ? Peut-on se dire qu'il y a des gens au sein de nos institutions européennes, françaises, qui se battent pour faire entendre la voix de leur pays et donner une espèce de tremplin pour les entreprises françaises, pour les entrepreneurs français qui voudraient malgré tout tenter de défendre leur savoir-faire et leur qualité nationale. Qu'en penses-tu, mon cher Gaston ? C'est vrai que pour revenir sur le coup de la SACEM, on se croirait vraiment dans un sketch de Dieudonné en fait, ou même jusque dans la mort, même lorsque vous perdez un proche, vous êtes encore obligé de payer. Tout ça pour diffuser de musique. En fait, oui, c'est vrai. Pourquoi diffuser de musique à un enterrement ? Fils de pute, tu pourrais juste crever en silence. Pour en venir à Dieudonné, même avec son cercueil en forme de chrysalide, il se foutait toujours moins de notre gueule que l'État qui nous fait payer 5 balles par chanson, quoi. Bon, on le voit au quotidien qu'en fait, l'Europe est complètement submergée par l'immigration de masse. Alors, on est suffisamment intelligent pour ne pas se concentrer uniquement sur les problèmes. Voilà, on va pas rejeter la faute sur les migrants qui n'avaient même pas forcément l'idée de venir en Europe au moment de leur départ. On peut aussi nommer qui les a fait venir, mais ça, on va éviter sur YouTube, si tu vois ce que je veux dire, mon cher Xavier. Donc voilà, nous, on accueille l'élite mondiale pendant que les personnes qui ont décidé de se sortir les doigts du cul quittent la France, en fait, pour éviter de se faire, premièrement, dans la rue, mettre des coups de couteau, et deuxièmement, au boulot, de se faire submerger par les taxes. Et ils ont des réelles envies d'entreprendre, en fait. Peut-on vraiment leur en vouloir ? Et je pense que là, tu voudrais parler, on peut parler d'un exemple très connu qui commence à avoir quelques années maintenant, c'est l'indépendance énergétique. Effectivement, si je puis introduire le sujet, avant qu'on rentre exactement dans les détails de cette affaire complètement ubuesque. Ubuesque, effectivement, je ne pourrais dire mieux. La France a perdu une grande partie donc, de sa souveraineté énergétique depuis le fameux rachat en 2015 de la branche énergie d'Alstom par General Electric.
il ne faut pas essayer de minimiser en réalité ce qui s'est produit avec ce rachat. Dans un premier temps, on a eu la perte du contrôle sur les turbines Arabelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Alstom, c'est quand même l'acteur clé français dans le secteur énergétique, avec donc ces turbines Arabelle qui sont essentielles au fonctionnement des centrales nucléaires mondiales. Il faut savoir que même en Russie, ils emploient ces turbines-là. Donc c'est vous dire que voilà, on arrive à passer à travers l'ex-rideau de fer et on a véritablement un savoir-faire unique qui nous permet d'avoir une avance capitale sur non seulement sur la production de l'énergie, mais aussi donc sur les capacités intellectuelles qu'on a à innover dans ce domaine. Et donc le électrique a transféré ces technologies stratégiques sous contrôle américain, ce qui a mis évidemment la France dans une position de quel fiasco, quel fiasco. En fait, pour ceux qui ne voient pas exactement à quoi ressemble une turbine, c'est vrai qu'on entend juste la turbine Arabelle. À partir du moment où vous voulez créer de l'électricité, il faut faire tourner, alors c'est tout simple, un aimant dans une bobine. Et en fait, c'est exactement ça le principe de la turbine, sauf que pour utiliser, l'énergie qu'elle va utiliser, c'est la vapeur d'eau, en général des circuits secondaires, donc des centrales nucléaires ou des barrages hydroélectriques. Et pour ce faire, il faut une turbine pour canaliser les gaz, ou la vapeur en l'occurrence, et ainsi la faire tourner. Et en fait, on a réussi à créer quelque chose de tellement performant qu'absolument tous les pays nous l'envient et nous l'achètent. Et une centrale nucléaire sur deux est équipée de cette fameuse turbine. Du coup, l'avoir vendue, on y reviendra un peu plus tard, l'avoir vendu cette technologie précisément française aux Américains. Tout le monde a palpé dans l'histoire, hein, mais c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique effectivement parce que donc il y a le côté économique, il y a le côté souverain qu'on est en train d'évoquer, et donc cette souveraineté touche aussi à la défense stratégique française. Il ne faut pas oublier donc du coup quand la soumission qu'on est en train de créer auprès des Américains, c'est que comme General Electric est une entreprise américaine, eh bien, elle est soumise à un certain nombre de lois, notamment je pense au Cloud Act, ainsi que les sanctions internationales qui sont menées contre la Chine, contre la Russie, etc. Et ça signifie qu'en fait, en termes de décisions stratégiques sur l'entretien et la modernisation d'un parc nucléaire qui utilise ces technologies-là, notamment cette fameuse turbine Arabelle, eh bien, maintenant, ce sont les Américains qui vont décider qui fait quoi, qui a le droit de mettre à jour son parc nucléaire ou pas. Et donc, la France, avec son propre matériel et son propre développement intellectuel nucléaire, eh bien, se retrouve maintenant dépendante non pas seulement donc d'une production physique, mais également d'un choix stratégique américain pour pouvoir influer sur son propre parc nucléaire. Il faut savoir que c'était une technologie fabriquée à Belfort, hein, donc dans une belle région française. Et au moment du rachat de cette centrale, il faut bien comprendre que nos élites n'ont absolument rien fait pour éviter ce rachat. Donc ça, c'est ce qu'on disait dans l'introduction. Il faut arrêter de croire que les personnes qui sont à la tête de l'État et qui sont censées représenter les intérêts de l'État français le font, en fait. Pas du tout, ils font tout l'inverse. Plus vite ils peuvent couler le pays, plus vite ils peuvent toucher des commissions et des rétrocommissions, plus vite ils vont le faire. C'est pas parce qu'ils se prennent en photo devant le drapeau français et européen, tout comme notre cher président, qu'ils ont donc quelque chose réellement à faire du bien-être commun, du bien commun. Tout ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent juste, c'est palper un maximum d'argent. Et si tu veux, le travailleur d'Alstom dans l'usine, il s'en fout en fait. C'est vrai, et comme tu étais en train d'évoquer justement, mon cher Gaston, ceux qui ont palpé, nous avons quand même précisé en début d'épisode que nous n'allions pas revenir sur toutes les questions de qui, pourquoi et comment, mais est-ce qu'on peut quand même avoir une idée, peux-tu nous donner quand même un éclaircissement sur la plupart des acteurs majeurs de cette vente, qui étaient impliqués dans les grandes lignes, sans avoir besoin de rentrer dans des sujets trop fâcheux? Alors effectivement, pour ça, je vous renvoie directement vers un épisode de Faits et Documents qui en a très bien parlé, sur le pacte de corruption. Puis directement, vous pouvez aller sur Wikipédia. En fait, il faut savoir qu'à un moment donné, Alstom était pas très bien financièrement, et donc les États-Unis, via General Electric, voulaient vraiment racheter cette branche énergétique. Et comme d'hab, ils profitent toujours du fait que l'entreprise soit dans le mal financièrement pour lancer les rachats. Et pour ça, ils ont inventé, ou pas, une espèce de fausse histoire
de pots de vin en Indonésie, alors qui peut être vrai ou pas, hein, ça voilà. Sachant que venant de leur part, en termes d'ingérence étrangère, c'est quand même, le culot. Oui. Et pour ce faire, ils ont mis la pression sur un des cadres qui a posé les pieds sur le sol américain pour un voyage d'affaires. Tout de suite, il a été arrêté. Une très bonne vidéo qui parle de lui sur Tinkerview, où il a passé 30 mois en prison, quasiment à Guantanamo, en fait, entre les cartels mexicains, les violeurs, les pédophiles et les tueurs en série. Le mec, c'était un cadre, hein. C'est un cadre d'Alstom. Il était en costard-cravate bien propre. Il finit à manger du caca dans une prison américaine, hein. Exactement. Son nom, c'est donc Frédéric Pierucci, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. exactement. Donc voilà, ils ont profité de sa faiblesse pour remettre de nouveau un coup de pression sur Alstom, sachant que le directeur financier d'Alstom, Monsieur Cron, hein, qui fait partie d'une certaine communauté d'élite, aurait pu lui aussi empêcher le rachat d'Alstom par General Electric. Mais bon, comme par hasard, faisant partie d'une certaine communauté, il n'a absolument rien fait. Alors qu'il est censé aussi représenter les intérêts d'Alstom et de la France. Visiblement, on a encore affaire, on a encore affaire à la même communauté de nomades prédateurs. Voilà, on les appelait comme ça, des nomades. Donc, si vous voulez, pour lui, sachant que la France est un hôtel, Alstom est une boîte de transition, il n'a pas grand-chose à foutre. Parfaitement. Et je tiens à rajouter sur ce que tu dis qui est bien juste, qu'en plus de ça, donc non seulement il aurait pu agir, M. Cron, mais en plus de ça, lui, il se rend régulièrement aux États-Unis. Et il était parfaitement impliqué dans cette soi-disant affaire de corruption en Indonésie. Ce qui veut dire que les États-Unis auraient très bien pu faire le choix de l'arrêter lui. Mais étonnamment, par le fruit du hasard, il s'avère qu'il n'a pas été inquiété directement. Il s'agit donc effectivement de M. Pierucci qui s'en est pris plein la gueule. En plus de ça, effectivement, on pourrait croire que c'est donc vraiment une attaque ciblée depuis les États-Unis contre Alstom. Il y a une certaine partie des dirigeants d'Alstom, donc M. Cron et autres, qui étaient également plus ou moins conscients de ce qui était en train de se jouer, puisque au moment où M. Pierucci donc pense qu'il va avoir un avocat, cet avocat qui lui est fourni par Alstom lui dit voilà, Alstom va vous aider, on va vous en sortir, mais plaidez coupable, vraiment plaidez coupable, comme ça ne vous en faites pas, nous allons vraiment trouver une solution pour que vous rentriez en France le plus tôt possible, sans peine, etc. Évidemment, une fois que M. Pierucci avait donc déclaré qu'il voulait plaider coupable, eh bien évidemment Alstom l'a lâché et l'a laissé dans la merde, comme on vous l'a décrit, pendant une trentaine de mois. Oui, effectivement. Donc là, la situation est vraiment catastrophique pour Alstom. Et donc, on en vient à nos fameuses élites. Macron, déjà présent à ce moment-là, aidé du parti des Républicains, hein, voilà, dont Valérie Pécresse, n'ont absolument rien fait non plus, voire même ont été tous sous influence américaine. Voilà, comme les femmes qui 20 ans après disent « Ah, j'étais sous influence de cet homme, il m'a violé pendant 10 ans ». Bon, bah voilà, nous, on est les putes, on s'est fait violer pendant 10 ans et nos élites étaient sous influence américaine. Et donc c'est comme ça qu'ils ont laissé cette technologie se faire acheter par Alstom. Bien sûr, à tout hasard, ils ont peut-être certainement aussi touché des pots de vin, mais ils ne seront pas inquiétés, hein. Voilà. Tout ça pour dire que nos élites n'ont rien fait, ont même participé au rachat d'Alstom par General Electric. Et tout le monde a palpé dans cette affaire. Si vous regardez les noms, absolument tout le monde, même des noms que vous connaissez. Et le seul qui a un petit peu bougé, c'était Arnaud Montebourg. Voilà. On tient quand même à le saluer. Mais voilà, c'était à l'époque du Gros Hollande. Le Gros Hollande produit très peu français, hein, comme dirait Soral. N'a pas bougé le petit doigt pour General Electric. Macron, qui était dans une banque d'affaires, a bien sûr participé à cette transaction. Si on doit citer encore un nom, puisque nous sommes en train de parler donc de nos élites, donc il y a les élites politiques, mais également les élites financières, puisque n'oublions pas le groupe Bouygues, qui était quand même l'un des plus gros actionnaires du groupe Alstom et qui avait envie de se débarrasser de ses parts puisqu'il sentait que ça commençait à puer, et qui effectivement a également fortement contribué à cet échange, en prêtant notamment tout ce qui était en manipulant l'information, voilà. Ouais, c'est ça. En manipulant l'information pour bien faire passer la pilule à tout le monde que c'est bon, maintenant il fallait lâcher l'affaire, quoi. En fait, c'est comme à l'heure actuelle avec Xavier Niel et Macron, on peut voir qu'il y a d'un côté une manipulation
politique aidé par une manipulation médiatique. Et du coup, les conséquences dans l'immédiat, parce que bon, on n'en est pas encore arrivé à 2022, malheureusement, cette affaire est très longue, mais il ne faut pas oublier non plus que du coup, pour justifier le rachat d'Alstom, General Electric s'était engagé à payer la dette qu'Alstom aurait dû payer à la justice américaine pour Ouais. ces fameuses histoires. L'amende, Une dette qui n'était effectivement. voilà, même pas encore connue. On ne savait pas la valeur, mais finalement, on avait estimé que General Electric s'engageait à payer environ 1,2 milliard de dollars en l'honneur de Alstom. On n'a jamais vu ça. Normalement, une entreprise ne peut pas racheter Une amende. l'amende d'une autre entreprise, oui. C'est ça. 1 milliard, il me demande de payer 1 milliard. 1 milliard, même en 1000 ans, on ne peut pas payer. Voilà, donc 1 milliard, oui, voilà, 6 milliards même, j'ai envie de dire. Et General Electric a dit non, c'est bon, on paye, voilà, on paye tout, nickel, pas de souci. Et finalement, après la signature du contrat, évidemment, General Electric a retiré sa clause et donc Alstom a quand même été chargé de payer sa dette de 1,2 milliard qui n'est pas encore remboursée et qui contribue encore une fois à l'effort de remboursement français dans lequel chaque petit French Dreamer doit envoyer ses impôts chaque mois, parce que oui, ça fait encore du pognon que la France a perdu au travers d'un acteur entre guillemets privé, mais sur lequel nous devons recouvrer. Et puis en plus de ça, bon, tu parlais donc du site de Belfort. Effectivement, ils avaient promis de conserver les emplois et il me semble donc qu'il y a environ 4 000 à 5 000 emplois qui ont été délocalisés, supprimés, etc. Exactement. Et en plus, pour casser un maximum les couilles aux employés, ils ont changé toutes les façons de faire, toutes les procédures, tous les outils, etc. pour bien les dégoûter et les remplacer par des employés plus récents. Eux ne casseront pas les couilles. C'est vraiment dégueulasse. Ça leur a en plus certainement pris du temps pour réapprendre ces nouveaux outils dont tu parles et ça les a peut-être rendus moins aptes à refaire le même travail pour une autre centrale, par exemple, ou une autre usine de production. Et qui aurait besoin de leur savoir-faire original parce qu'ils ont commencé à faire d'autres méthodes. Bref, tout ça pour qu'au final, en 2022, EDF a finalement racheté la branche nucléaire de General Electric, qui incluait les turbines Arabelle, mais pas l'intégralité des propriétés intellectuelles. Donc on s'est vraiment fait baiser de A à Z. EDF, acteur public en partie, privé, mais à disposition de l'État. Hein. Et ça a eu un coût financier complètement stratosphérique qui n'a pas permis donc de récupérer les compétences perdues. C'est vraiment une On se fait enfumade baiser deux de A fois, à Z, quoi, en cette fait. histoire. Ouais. On se fait baiser 2 fois et les Français en redemandent, putain. Mais mon cher Gaston, est-ce que c'est la seule affaire qui te vient en tête pour parler de souveraineté? C'est une affaire qui est très connue, mais est-ce que tu peux éclairer? Est-ce que tu penses que récemment, il y a eu, je ne sais pas, d'autres technologies qui auraient pu être françaises, d'autres domaines dans lesquels on aurait pu exceller, et au final, on a vu d'autres pays émerger, et nous, on continue au mieux de stagner, voire on régresse. Alors, je vois sur quel terrain tu veux m'amener. Tout à fait. Mais je tenais simplement à rappeler à tous nos auditeurs que la plupart des putains d'inventions actuelles, c'est quand même la France qui les a créées, quoi. Le cinéma, putain, merde, les frères Lumière, hein? Ils venaient pas de la clique d'Hollywood, des pyjamas à rayures. Bon, et ben là encore, allez au cinéma, regardez les cinémas français, enfin les films français, vous verrez que c'est intégralement de la merde. Le Minitel, c'était français, on aurait pu être les pionniers sur les ordinateurs, sur la technologie, sur l'informatique. Bon, et ben on a stagné et on s'est fait baiser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le projet Mistral, effectivement. Voilà, il y a un boom d'explosion de l'IA. Qu'est-ce qu'on fait? On sort une IA, 2 ans trop tard, qu'on appelle Lucie, qui a coûté tellement d'argent avec les fameux ingénieurs du CNRS. Bon, faudrait peut-être qu'on fasse un épisode spécifique pour leur gueule à ces connards. Bon, je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a déjà utilisé, Lucie, mais c'est terrible, hein. Franchement, c'est catastrophique. Et encore une fois, on se fait baiser! On se fait baiser et c'est tellement la honte que les mecs ont été obligés de la désactiver temporairement parce que de toute façon, les gens n'allaient dessus que pour troller et lui demander vas-y, 1 + 1 c'est quoi? Et effectivement, l'IA était incapable de faire un raisonnement basique. On ne parle même pas de raisonnement basique pour un LLM en fait. Si on regarde même ce que faisait GPT-2, c'était relativement plus efficace avec un coût de token moindre. Donc je ne sais pas comment on peut avoir vraiment quasiment 5-6 ans de retard en fait sur une entreprise privée américaine, alors que là c'était des fonds publics français largement supérieurs. Vous savez qu'en Suisse, ils ont la possibilité de choisir où vont leurs impôts en fait. Bon, j'aimerais bien que ça soit disponible en France, ça aussi. Ils peuvent régler le pourcentage de si ça va à l'éducation, à la sécurité, à la santé ou au clergé en fait.
C'est une bonne piste. C'est quand même assez catastrophique en France de voir que nos impôts servent à financer des, entre guillemets, ingénieurs voilà, du CNRS pour nous pondre des saloperies comme Lucie. Alors que c'est pas comme si en plus nous n'avions pas les capacités. On a les cerveaux en France. On a vraiment des mecs qui sont sortis de certaines écoles et même sans sortir d'une école de toute façon, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un domaine qui demande une expertise purement théorique, mais également une certaine pratique qui s'accompagne donc de la création de modèles, de l'entraînement, il faut des data analystes, etc. Ça touche à beaucoup de choses, le boom de l'IA actuel. Et on voit notamment les élites absolues qu'auraient pu être les créateurs de Hugging Face, qui est quand même la boîte de référence dans le monde entier sur l'intelligence artificielle, c'est des Français qui se sont fait refuser des financements, qui se sont fait cracher à la gueule à droite à gauche et qui finalement sont partis aux États-Unis, on leur a ouvert les bras, on leur a tout déroulé, les tapis rouges. Bon, je passerai les autres expressions, mais dans tous les cas, les mecs ont eu la belle vie et surtout tout ce dont ils avaient besoin pour s'épanouir dans leur projet. Aujourd'hui, Hugging Face, c'est le numéro 1 sur les sorties de nouveaux modèles, les comparatifs de modèles, bref. C'est une plateforme fondamentale dans tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, qui sera certainement, si un jour elle est cotée en bourse, l'un des acteurs les plus lourds en termes de poids financier. Et aujourd'hui, eh bien, la France ne peut que pleurer que ces vrais ingénieurs, ceux-là, français, franco-français, se soient barrés. Et on voit aujourd'hui aussi Mistral qui fait d'énormes efforts pour essayer d'être compétitif, qui au moment où ils allaient lancer leur meilleur modèle, parce que Mistral n'arrive pas à faire des modèles, on va dire, aussi performants que ce que les Américains proposent, mais il arrive à faire des modèles pratiquement aussi performants avec des coûts bien moindres, et bien au moment où ils allaient enfin rayonner, bim, ils se sont pris dans la gueule DeepSeek avec les Chinois qui leur ont prouvé qu'ils pouvaient faire pour encore moins cher, encore mieux que. Et résultat des courses, eh bien, on s'est encore fait humilier la gueule. Et sachant que, bon, on leur dit bonjour à nos collègues de Mistral, mais plutôt que d'être un minimum patriote, voilà, de dire qu'ils étaient français, c'est cuck sur Twitter. On dit non, c'est pas une IA française, c'est une IA européenne. Mais enculé, soyez fiers d'être français, putain. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Europe pour vous ? Elle vous a craché à la gueule en fait. Bon, arrêtez de sucer l'Europe, dites que vous êtes français, soyez fiers d'être français, et peut-être que les banques commenceront à vous respecter aussi. Effectivement, le souci, en fait, il est plus large que uniquement français. C'est toute l'Union européenne qui construit cette espèce de pont vers la médiocrité. On en a parlé avec donc une certaine question de choix d'immigration et de manque d'attractivité pour les cerveaux. Mais maintenant, il y a aussi toute cette question des régulations, qu'on a évoquée au début également. Il y a la question des manques de financement. En fait, l'Union européenne crée une espèce de cloche dans laquelle elle veut que ses citoyens métastasés se contentent de leur système déjà existant. Voilà, ils veulent que tout soit figé, tout soit lent, tout soit bureaucratique, un maximum. Et surtout qu'on ne pose pas de questions. Évidemment, si on commençait à remettre en question un certain nombre d'utilités de fonctionnariat, etc. dans le pays, on se rendrait compte qu'il y aurait certainement 60% de chômage en moyenne en Europe. Ce n'est pas un problème uniquement français, et c'est une véritable catastrophe. Mais avec cet argent magique qui est utilisé pour acheter le silence du peuple, pour endormir le peuple, eh bien, on se rend compte qu'on est vraiment en train de creuser notre propre tombe. On voit qu'à l'heure où il y a une certaine forme de multipolarité qui se met en place avec le bloc russo-chinois, les BRICS, les États-Unis qui se referment un peu sur eux-mêmes via Trump et Elon Musk, bah voilà, nous on est là, on se fait baiser, on se rajoute des lois, on se rajoute des taxes, les budgets d'État sont, plutôt que d'être votés, sont imposés, voilà, avec des 49.3. Bon, c'est génial. On a un président, alors on en reparle très rapidement, mais ok, l'affaire Brigitte, ça peut vous sembler un détail, ça peut vous sembler anecdotique, c'est pas nos histoires, voilà. Mais en fait, il faut quand même se dire, peu importe de ce qu'il en est, si c'est vrai, si c'est faux, voilà, on est quand même dans un pays où les gens se demandent si la première dame a une bite ou pas. Normalement, dans un pays normalement constitué, la réponse, elle est claire en fait. Déjà, un président n'épouse pas une meuf qui a 20 ans de plus qui ressemble à sa mère, et elle est féminine en fait. Nous, et même l'image de la France, on pue la merde à l'étranger. Alors ok, les complotistes voilà, qui parlent de la bite à Brigitte, ok, mais ça devrait même pas exister en fait.
Comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Bon, on peut reparler de la femme de Pompidou qui avait aussi un petit peu l'air d'être un mec, mais bon, ça c'est c'est un autre débat. Mais effectivement, à l'époque, il n'y avait pas ce genre de demande populaire, de se poser ce genre de questions, même si ça devait donc effectivement trotter dans la tête des gens. Comment on en arrive à un niveau psychiatrique, en fait, en France, où le débat est centré sur des puérilités, des choses complètement stériles. Et encore une fois, tout ce qui se passe sous le manteau, tout ce qui se passe et qui est expédié sous le tapis comme ça pour dire que tout va bien, et concentrez-vous sur l'habitat du Dul pendant que, effectivement, on est en train de vous revendre tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez posséder, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez développer, on est en train de vous le revendre, peut-être même à l'avance. On est en train de prendre une hypothèque sur votre gueule. Et voilà, les gens sont contraints de se poser des questions sur l'intérieur du slip. Exactement. Bon, bah, franchement, je pense qu'on mérite de se faire enculer, en fait. On est un peuple d'enculés, on mérite de se faire enculer. Voilà, c'est clair. Quelque part, Soral, il a raison, putain, franchement, vite Poutine, mais libérez-nous de nos élites, sans déconner. Vous demandez à n'importe quel mec dans la rue, à n'importe quel agriculteur, il saura bien plus vous répondre que les bureaucrates qui gèrent les lois relatives à l'agriculture, en fait. On a vraiment un détachement des élites avec la réalité. Voilà, ils sont dans des bureaux, ils n'ont jamais mis les pieds en dehors de leur bureau, ils sont totalement déconnectés. Écoute, mon cher Xavier, je pense qu'on peut maintenant passer à la partie 3, un déclin historique, visible à absolument tous les niveaux. Je te laisse introduire le sujet. Introduis-moi ça, putain. Bien sûr, oui. Je suis obligé donc de revenir sur ce qu'on a dit. À travers tous les exemples que nous avons donnés, on a bien observé donc qu'il y avait un problème par rapport à l'avenir. Bon. Mais en réalité, si on se pose la question dans le sens inverse et qu'on se dit rétrospectivement, est-ce que la France a déjà été autant dans la merde? Est-ce que l'Europe a déjà été autant dans la panade? Eh bien, il s'avère que non. En réalité, le déclin que nous sommes en train de subir, on l'observe non seulement au niveau de nos élites, au niveau, comme tu l'as dit tout à l'heure, du cinéma français, de nos productions médiatiques. En fait, on l'observe avec le niveau français, le niveau moyen culturel, le niveau moyen d'éducation, qui s'effondre également. Le classement PISA montre que la France se fait dépasser par des pays dont le PIB dépasse à peine 300 milliards d'euros en termes d'éducation mathématique. Et puis voilà, en fait, on s'aperçoit que progressivement, il y a un espèce de délitement de l'intégralité de ce qui faisait le socle français. On veut toujours donner plus de France aux autres, mais aux Français, on leur retire tout ce qu'ils ont. Y a-t-il dans cette équation une solution stable afin de faire perdurer, ne serait-ce que encore quelques années, la splendeur française? Est-elle encore présente, la splendeur française? Eh bien non. Il suffit de regarder dans tous nos domaines de décision gouvernementale, il y a toujours des conseillers de McKinsey ou autres. Ou des Young Global Leaders. Ouais. Exactement. Alors il y a le Young Global Leader qui, lui, a été donc sélectionné en amont, qui a réussi à se faire une place dans la politique de par ses connexions, ses relations, etc. Et puis même en dehors de ça, même quand on se retrouve avec, je ne sais pas, des Bruno Le Maire, par exemple, anciennement à l'économie, quand on se retrouve avec voilà, M. Bayrou et toute sa clique, en fait, ces gens-là, de toute façon, savent qu'ils sont incapables de gérer. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font car ils sont déconnectés, mais ils savent qu'ils ont besoin d'une assistance. Et fort heureusement, la gentille Union européenne souveraine leur apporte un certain nombre de conseillers formés par des boîtes américano-banquières qui vont leur donner un certain nombre de conseils, ce qui a résulté donc en le scandale du Covid, la gestion des crises préalables depuis l'élection de Macron et même depuis d'ailleurs d'autres événements antérieurs. Et puis donc là vraiment ça s'est accéléré avec les résultats des élections en Roumanie, l'ingérence européenne dans les élections en Géorgie également. Bref, tout ce qui touche à quelque chose qui ne convient pas à ces entreprises privées et ces fonds d'investissement qui ont un objectif en particulier sur le développement européen, eh bien il faut le changer au travers des institutions démocratiques, entre guillemets, européennes. Donc, c'est complètement fou, mais vous pouvez regarder donc à tous les niveaux élitistes, il y a des soucis et totalement l'inverse de la souveraineté. On y a une soumission absolument terrible. Mais regardez à votre travail aussi, les outils que vous utilisez. Hein, les outils à travers donc votre ordinateur, l'ordinateur Microsoft, ses logiciels.
Le pack office, Gmail, pour ceux qui ont Gmail. Euh, Tout est américain en fait. Adobe, Mm. Photoshop. Et on va s'en rendre encore plus dépendant, puisque vu que nous n'arrivons pas à faire une intelligence artificielle purement européenne, qui aurait donc la puissance d'égaler les autres, eh bien on va encore une fois aller récupérer des produits entre guillemets open source qui viennent de chez Facebook, Meta. On va aller chercher les produits privés closed source avec donc OpenAI, avec Google, etc. Et puis mon cher Gaston, j'ai l'impression que tu t'y connais bien en la question, mais n'est-il pas également un problème de souveraineté au niveau de la cybersécurité en France? Alors si, il faut savoir que la cybersécurité dans les entreprises, notamment militaires ou industrielles, sont soumises à des audits de sécurité. Et ces audits de sécurité vous imposent, pour avoir les normes requises pour pouvoir faire du commerce, vous imposent certaines solutions de cybersécurité, comme des pare-feux, des antivirus, etc. Une petite liste comme ça, en disant oui, si vous utilisez ces produits qui ont été certifiés, vous pourrez vendre vos produits à l'international. Bon, eh bien, il faut savoir que tous ces produits sont des entreprises israéliennes. Et je voudrais juste revenir sur un fait que tu as cité. Les produits que nous utilisons au quotidien, donc étant américains, c'est pas simplement le fait qu'on utilise des produits américains et donc qu'on n'est plus capable de créer quoi que ce soit en France. On pourrait aussi revenir sur l'automobile. Les motos, il n'y a plus de marque de motos françaises. Mais c'est aussi qu'en fait, ça crée d'énormes backdoors. Et bien, Edward Snowden a aussi démontré que tous ces systèmes étaient d'énormes backdoors pour pouvoir récupérer des informations. Où il n'y a pas si longtemps que ça, on a bien vu que via des câbles suédois, je crois, les gouvernements étaient sur écoute. En fait, en plus d'être les énormes putes des Américains, à la limite, une pute, tu la payes, tu vois. Mais là, c'est même pire que ça. C'est qu'on est des putes, mais qu'on n'est même pas payé. Et donc, pour en revenir à ces fameuses solutions, eh bien, toutes les solutions de cybersécurité sont détenues ou créées par des boîtes israéliennes. Et en général, elles sont toutes créées par d'anciens agents, non pas du Mossad, mais d'une unité d'élite du renseignement israélien qui s'appelle la section 8200. Je vous laisserai faire vos recherches. Mais voilà, il faut savoir que Checkpoint, une solution qui est assez utilisée dans le monde militaire industriel, est israélien. Pas mal de produits comme ça le sont. Et donc ça crée d'énormes soucis d'ingérence. Alors là, effectivement, on rejoint deux petits paramètres, à savoir la communauté nomade américano-bancaire. Voilà, c'est encore un autre exemple de ce qu'on n'est plus capable de produire. Et sachant que c'est vraiment du chantage. Si vous voulez vendre vos produits, il vous faut des certifications de sécurité pour prouver aux entreprises que les données ne fuiteront pas. Mais ce qui a uniquement été certifié, c'est forcément israélien. Donc en fait, tu es forcément obligé de les prendre. Si tu veux, à un moment donné, vendre tes produits, tu es obligé de te taper leurs produits, enfin leurs solutions. Ce que tu dis est vrai, Gaston, effectivement. Donc le fait que tu sois obligé de passer par ces solutions, bon, il y a un fort manque d'autonomie. Et en plus de ça, il y a un manque de vision. On voit que les entreprises se contentent de ça. Est-ce qu'on entend vraiment des acteurs français privés se plaindre de cette obligation de passer par, donc tu disais, cette fameuse unité 8200 et tout ce qui en découle pour obtenir les fameuses solutions de cybersécurité? Non, il n'y a aucun scandale, il n'y a aucune recherche, aucune enquête sur le sujet, puisque de toute façon, on se complaît là-dedans. On est peut-être la pute des Américains, mais on est également la pute des Chinois sur un certain nombre de sujets. En réalité, on est vraiment ouvert à toutes les arnaques. Et pourquoi on est la pute des Chinois? Parce qu'on est indirectement, nous Français, la pute des Allemands. Il ne faut pas oublier que dans tout ce qui a été guerre contre la Russie, de la part de l'Ukraine et donc de l'Union européenne de façon étendue, avec l'OTAN, pour lutter contre la Russie, il a fallu faire des sanctions, etc., couper Nord Stream. On ne sait pas qui a coupé Nord Stream, mais en tout cas, ça a été coupé, etc., etc. Donc, on s'est retrouvé vraiment handicapé en Europe au niveau de l'énergie, puisque tout ce qui était ressources naturelles provenant de l'Est a été bloqué. Et là, il a été question non pas d'utiliser donc l'indépendance et la souveraineté française pour faire profiter les Français de tarifs très avantageux, sachant que nous sommes quand même à peu près le seul pays dans l'Union européenne à avoir une capacité de production nucléaire et qui lui permettrait d'être en autarcie et donc de ne pas se soucier de ce genre de problème. En plus, on est le pays avec les plus grandes capacités d'absorption de gaz au niveau des ports français, notamment dans le nord-ouest, et il me semble en Méditerranée également, ce qui nous permettrait donc également de recevoir le gaz
des régions nord-américaines et sud-américaines pour le reste de l'Union européenne, et bien malgré tout ça, eh bien nous avons été par nos formidables lois anti-souverainistes, donc de s'aligner pour faire en sorte que le prix soit uniformisé dans les différents pays. Entendez là donc empêcher à l'Allemagne, qui s'était rendue totalement dépendante des gaz russes, d'avoir une flotte importante, et donc d'augmenter le prix en France pour que par vasque communicante, le prix en Allemagne augmente, mais de façon moins drastique. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, les élections dont on aura certainement les résultats aujourd'hui quand nous enregistrons cette émission, il y a une élection actuellement en Allemagne. En fait, on parle d'ingérence américaine, etc., potentielle au cours de cette élection. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui aussi l'un des plus grands partenaires économiques de l'Allemagne, c'est la Chine, et que la Chine est en train d'en mettre plein la gueule aux politiciens allemands afin d'imposer également un certain nombre de choix, un certain nombre de restrictions sur la façon dont elle va pouvoir disposer notamment de bureaux de police au sein de l'Allemagne. Et ça va aller plus loin. Ils imposent également un transfert des technologies, notamment dans l'automobile, des entreprises allemandes vers la Chine. Et le tout en obligeant les entreprises allemandes qui veulent vendre en Chine à produire localement. Quasiment tous les produits allemands vendus en Chine hors alimentaire sont des produits de conception allemande, mais de production chinoise, et à terme vont donner les brevets allemands à la Chine. Inversement, la Chine produit sur son propre territoire quasiment tout ce qu'elle exporte vers l'Allemagne, et Dieu sait qu'elle en exporte vers l'Allemagne. Donc, la France, dans tout ça, et l'Union européenne se retrouvent à supporter, à soutenir l'Allemagne dans sa mouvance à la fois donc d'ultra-américanisme et d'obéissance à l'OTAN en général, mais également quand il s'agit d'essayer de rouler un peu ses partenaires européens et de leur imposer un flux totalement incontrôlable de produits chinois, alors que c'est elle-même l'Allemagne qui a voté un certain nombre de lois pour empêcher que des pays à la production moins chère puissent se démarquer dans l'Europe, et à couler complètement les pays Balkans, la Grèce, etc., sous couvert de soi-disant leur promettre une tutelle. Bon, voilà, on se rend compte qu'en fait, la Chine est derrière un certain nombre de ces actions, et la France subit, encore une fois, donc à la fois le pire du bloc américano-otaniste et le pire du bloc entre guillemets, au travers des décisions plus ou moins irresponsables de l'Allemagne, qui dépeignent du coup sur l'intégralité de l'Union européenne. Très bien, mon cher Xavier, merci pour ces explications. Effectivement, donc on constate véritablement, on l'a dit, mais un déclin incroyable sur tout. On voit qu'on n'a plus aucune, sans forcément parler de moyens de pression, mais voilà, toutes les personnes en capacité de produire véritablement une plus-value se barrent de ce pays, simplement parce que l'Europe ou la France les écrase totalement, tant au niveau de leur créativité que des lois, que de la taxation, que d'absolument tout. Eh bien, on fonce droit dans le mur, en fait, et on importe des gens qui n'ont pas le niveau des personnes qui partent. Et comme tu l'as dit, on voit bien que des lignes se dessinent. Voilà, la Chine, on pensait il y a, je sais pas, même 30 ans que ils n'arriveront pas forcément à avoir à voir des intérêts en Europe, mais on se rend compte que maintenant on commence aussi un petit peu à devenir leur grosse pute. Donc voilà, bientôt on sera plus l'Europe, ça deviendra un musée. Voilà, la France deviendra un musée, Paris deviendra un musée, et ou une gare, voilà. Et comme à l'abord de toutes les gares, il y a des clodos et ça pue la pisse. Bon, bah voilà, ça va devenir la France. C'est une très belle image et très réaliste. Et je tiens à rajouter à cela en plus le fait que, comme nous sommes dans une espèce de rétrospective dans notre partie 3, donc le déclin historique, effectivement, quand on voit ce qu'a été la France un jour en tant que nation elle-même, quand on voit ce que la France a été capable d'emmener et d'apporter aux autres cultures mondiales, alors pas forcément toujours sous son meilleur angle, mais malgré tout, la France a autrefois disposé d'un empire gigantesque, a été à la fois prodiguer un certain nombre de choses en termes d'infrastructures, de santé, de sciences, d'éducation, ouais. de santé, parfait.
Dans tous les domaines, la France a essayé de rayonner sur le monde d'une façon différente de son alter ego britannique. Et finalement, aujourd'hui, cet impérialisme se retourne contre totalement l'intégralité des intérêts français. On est en train de vivre véritablement ce qu'on pourrait appeler un prolapsus impérialiste en plein dans le fion de la France. Exactement, merci pour cette très belle image, mon cher Xavier. Effectivement, un prolapsus impérialiste. Bien avec une simple phrase « Vivons heureux, vivons moins que ». Il faut que les Français prennent conscience qu'ils ont toujours des capacités. Hein. On n'est pas forcément non plus totalement lobotomisé. On a encore des gens brillants. On a les gens de Hugging Face, comme je l'ai mentionné, d'autres entreprises. Et puis même ceux qui ne se sont pas encore révélés ont un potentiel énorme. Il faut s'émanciper du système dans lequel on est. Il faut ne compter que sur soi-même et jouer des limites européennes pour s'émanciper de son cadre restrictif. Il faut ne pas laisser aller ses pensées à la dépression, au défaitisme, etc. Puisque de toute façon, ce serait donner raison à tous ces acteurs qui essayent de nous mettre la tête sous l'eau. Au contraire, il faut aujourd'hui essayer de trouver des solutions alternatives. On a dit qu'un certain nombre de gens sortaient de France, sortaient de l'Union européenne afin de se développer. Eh bien, qu'ils le fassent, qu'ils reviennent après le jour où leur situation leur permettra d'avoir un véritable impact. Sinon, pour ceux qui restent, pour ceux qui vont avoir le courage, qui vont vraiment à fond dans leur réussite au sein de la France et de l'Union européenne, comme vous le voyez, il ne faut pas jouer avec les règles qu'on vous impose. Il ne faut pas essayer d'être le bon élève, puisque de toute façon, on vous crachera à la gueule à la fin. Donc prenez ce que vous pouvez et essayez surtout d'avoir vos propres objectifs indépendamment des politiques menées par vos États ou vos institutions supranationales en l'occurrence. Effectivement, il ne faut pas que la France devienne le vassal des États-Unis ni de la Chine et voilà, qu'on sorte du cadre gastronomique de la France, parce que c'est vrai qu'on est souvent représenté comme ça à l'international, mais bon, il faut qu'on arrête de croire que la France c'est uniquement la bouffe. On avait quand même une certaine élite. Bon, maintenant on voit que ces élites-là s'affairent tous les jours à nous cracher à la gueule. Effectivement, retrouvez-vous entre vous, alors, au-delà de la politique du clivage droite-gauche, voilà, retrouvez-vous entre patriotes. Faut pas oublier que la patrie, c'est la terre des ancêtres, comme on a de cesse à le répéter, et on est né sur ce sol. Il faut qu'on le fasse fructifier, et simplement qu'on soit fier d'appartenir à ce qu'a été la France. Alors peut-être que comme toute civilisation, on a atteint notre sommet et que maintenant on est en déclin, mais s'il vous plaît, bon, j'aimerais bien ne pas finir comme la gare du Nord, remplie de pisse et de clodo, s'il vous plaît. Magistrale conclusion, mon cher Gaston, je te remercie pour cet épisode qui a été très enrichissant et qui, j'espère, aura plu à nos amis, à qui on rappelle qu'ils peuvent, malgré tout, afin de changer un peu leur destin français, s'abonner à la chaîne, activer la cloche, évidemment, et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'oubliez pas le like non plus. Merci à vous, au revoir.